On poursuit cette émission avec Frédéric Grimaud, PDG du groupe Grimaud, qui est avec nous en visioconférence. Groupe Grimaud, donc ETI familiale, basé dans le Maine-et-Loire, présente dans 50 pays à peu près à travers le monde, spécialiste entre autres de la génétique animale et notamment de la volaille. Bonjour, d'abord je voulais faire un point avec vous sur la grippe aviaire, parce qu'on en a énormément parlé. Et il se trouve que la semaine dernière, le gouvernement a fait passer l'ensemble du territoire français de risque modéré à risque négligeable. Donc, j'en déduis fort logiquement que le gros de l'épizootie est derrière nous. Mais moi, je voulais savoir où on en est exactement aujourd'hui. Oui, vous avez raison. Alors, le gros de l'épizootie est derrière nous, mais de l'épizootie du printemps 2022. Et en réalité, il y a un effet saisonnier qui est très fort autour de la grippe aviaire. Et c'est généralement quelque chose qui se déclenche en période hivernale. Donc là, on sort de cette période. Aujourd'hui, il fait très chaud. Tout ça, c'est excellent contre la grippe aviaire. Et donc, on va passer quelques mois qui vont être un peu tranquilles, là, tout de suite. Mais ça ne nous prémunit pas d'une autre épizootie à l'hiver prochain. Et ce qui est terrible, en fait, dans cette situation de la grippe aviaire, c'est que en fait, on est dans une catastrophe annoncée. Ça fait des années que le truc passe un peu en boucle d'une façon régionale, ici ou là. En France, c'était beaucoup dans le sud-ouest, mais dans le monde aussi, de part et d'autre. Et on se disait en France, sur le Grand Ouest, qui est la région principale productrice de volailles, où on a des bonnes pratiques, ça va le faire. Ben non, mais ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait, et là, ça a eu pour conséquence de devoir faire un dépeuplement massif. Il y a eu des millions de volailles qui ont été détruites, des éleveurs qui sont arrêtés, des entreprises qui sont arrêtées. Il y a des entreprises de l'aval du métier, des entreprises de transformation de volailles. Il y a des unités et même des entreprises qui sont arrêtées pendant 5 mois et qui mettent les gens en arrêt de travail longue durée. Et nous-mêmes, dans notre activité, nous, on est en amont de la filière, c'est-à-dire qu'on fournit des animaux reproducteurs ou des canetons d'un jour, par exemple. Il y a toute une partie de cette activité qui est au ralenti extrême, puisqu'on a dû abattre des cheptels de reproducteurs et on a un niveau d'activité très bas pour le moment. Alors ça va repartir, parce que je ne veux pas perdre votre question, ça va repartir. La filière commence à repeupler tout doucement. Tout ça est très contrôlé et il y a des règles, des bonnes règles, donc tout est bien de ce point de vue-là. Sauf qu'on n'a pas la solution préventive. Et pour ce qui nous concerne, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on milite pour une vaccination systématique, prophylactique. Donc c'est de la prévention, la vaccination. Les gens sont maintenant assez familiers de ça quand on parle du Covid et tout ça. Pour les animaux, c'est pareil. À un moment donné, on vaccine pour stimuler l'immunité, protéger contre le risque de contamination. Et aujourd'hui, malheureusement, aucun vaccin n'est approuvé encore pour déployer une vaccination massive. On fait quelques essais, la filière fait quelques essais, mais ça nous met dans une position qui reste précaire encore pour les prochains mois, parce que rien ne nous dit qu'à l'automne et à l'hiver, on va croiser les doigts, on ne retombe pas dans ce marasme. Excusez-moi, j'étais un peu long. Non, pas de souci. On va revenir sur la question du vaccin qui m'intéresse, mais d'abord, je voudrais revenir sur ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a effectivement l'impression que les épisodes s'enchaînent. Cette année, ça a été particulièrement fort, je crois, pour reprendre les chiffres, qu'on a eu 14 000 foyers détectés en 6 mois et 16 millions de volailles abattues. Comment est-ce qu'on explique que plus ça va et pire c'est ? C'est le problème des maladies infectieuses. Je vais faire un parallèle qui n'est pas forcément super approprié, mais c'est pas grave. Maintenant, on a tellement entendu parler de Covid et on a compris ce qu'est une maladie infectieuse quand un virus se diffuse. Donc, à un moment donné, vous avez des mutations virales qui fait que vous pouvez avoir des types de virus qui deviennent plus virulents, donc plus dangereux, et liés à des effets de concentration. Donc, quand on parlait de Covid, c'était pour les humains. On parle des villes, on parle des aéroports, où il y avait des points de rencontre très importants. C'est pas non plus très, très, très différent à la campagne, qu'on soit clair, mais pour les volailles, il y a des élevages rationnels qui sont organisés sur le territoire, et c'est des grands nombres d'animaux qui sont élevés chaque année.
Et là, les circonstances ont été telles qu'il y a eu conjonction entre un variant nouveau du virus, des conditions météo particulières, et puis absence de prophylaxie. Ça ne veut pas dire absence de précautions, hein, qu'on ne se méprenne pas. Moi, je n'oppose pas les précautions sanitaires, les bonnes pratiques, à la prophylaxie, et l'un ne se substitue pas à l'autre. L'idée, c'est de travailler les deux. Donc, en fait, ces circonstances se sont rejointes et ça a généré cette épisodie incroyable. Mais la France n'est pas la seule touchée, hein. En Amérique du Nord également, ce sont des dizaines de millions de volailles qui ont été abattues et ne sont pas complètement encore sortis de l'auberge, si je peux parler comme ça. Justement, vous évoquez les bonnes pratiques. Les normes sanitaires aujourd'hui des élevages, je connais un petit peu le secteur, sont quand même assez drastiques. Est-ce que vous regrettez par exemple que les particuliers qui ont des poules, pour faire simple, au fond de leur jardin, ne soient pas soumis aux mêmes normes? Est-ce que ça, c'est un facteur d'accélération de la transmission? Je ne suis pas sûr que ce soit très significatif, pour tout vous dire. Ça a un impact parce que ça peut être une cause déclarative. Okay, en disant une analyse positive sur une basse-cour de famille. Bon, ok, d'accord. C'est ballot, mais non, c'est pas là que ça explose à proprement parler. Il y a des cas comme ça sporadiques. Non, ce qui fait qu'à un moment donné, les choses explosent, c'est quand on est sur des grands élevages. Et c'est ici que la question de la vaccination se pose, parce que c'est là qu'il faut protéger massivement. Encore une fois, et parce que je ne veux pas opposer, d'abord, ce serait idiot, mais encore une fois, c'est pas l'un contre l'autre. Il faudrait probablement peut-être améliorer les conditions de basse-cour, mais c'est pas ça la véritable cause du problème. Elle vient pas de là. En fait, la cause réelle, ce sont les animaux, les oiseaux migrateurs. Hein, vous avez des migrations annuelles nord-sud qui vont de l'hiver vers l'été et vice-versa, puis ensuite sud-nord. Et lors de ces migrations qui vont de l'Europe du Nord vers l'Afrique et puis de l'Afrique vers l'Europe du Nord, il y a plein d'oiseaux qui passent. Et ces oiseaux qui passent, qui sont porteurs de virus, et pas nécessairement malades d'ailleurs, hein, c'est aussi ça la subtilité, vont lâcher des bombes. Vous savez, quand ils se posent, quand il va y avoir des fientes, ils vont lâcher des bombes sur les élevages. Et puis à ce moment-là, à la faveur des grands nombres, il peut y avoir une explosion virale. Et là, probablement une des causes du printemps, enfin de la fin d'hiver dernier, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, quelques grandes tempêtes. Et d'après les scientifiques, il semblerait que l'une des raisons soit sur des migrations sud-nord, où les animaux, les oiseaux ont été rabattus vers les terres, se sont posés à l'ouest de la France et paf, le truc a explosé. C'est peut-être vrai. Justement, c'est donc l'Ouest qui a été particulièrement touché cette année. Et vous le disiez tout à l'heure, hein, les Pays de la Loire et la Bretagne, c'est à peu près 60% de la production de volailles françaises. La Vendée, c'est le plus grand nombre d'élevages reproducteurs. Est-ce que ça veut dire que les poussins abattus menacent aujourd'hui le potentiel avenir de toute cette filière ? C'est une super bonne question, parce qu'il y a effectivement deux étages sur les filières de production animale. Vous avez l'étage de l'éleveur, celui qui va élever les poussins pour pouvoir ensuite faire des poulets ou des canards si ce sont des canetons qui vont être ensuite transformés et qu'on va retrouver dans les magasins. Bon, là, on est sur des cycles relativement courts, de quelques semaines. Mais où le bas blesse, c'est que si on est un étage au-dessus, à l'étage de la reproduction, et donc de la production des poussins ou des canetons d'un jour, ce qui nous concerne nous directement, on a été contraint d'abattre un très grand nombre d'animaux, hein, de nos cheptels reproducteurs, soit parce qu'ils ont été eux-mêmes contaminés, malgré toutes les précautions qui sont prises, comme quoi le virus est extrêmement dangereux pour les animaux aussi, ou qu'on a été contraint de le faire parce qu'on était sur une zone où il n'était pas raisonnable de garder les animaux vivants. Donc il y a eu un abattage massif d'animaux, et là par contre on n'est pas sur des cycles de quelques semaines, on est sur des cycles beaucoup plus longs, puisque pour redémarrer de la production de canetons ou de poussins d'un jour, il faut avoir des reproducteurs en place, donc il faut les élever. Et le temps d'élevage entre un reproducteur d'un jour et un reproducteur d'adulte, je fais court, c'est 4 à 6 mois, suivant de quoi on parle. Et
et puis ensuite il faut incuber les œufs, il faut produire des animaux d'un jour, et vous allez ensuite monter en puissance, hein, et ça veut dire qu'entre le moment où vous décidez de redémarrer et le moment où la production arrive de nouveau massivement, il se passe pas moins d'une année. Ça veut dire que les effets de ce qui se passe actuellement ou de ce qui s'est passé, mais bon, on n'en est pas sorti encore complètement, vont se faire ressentir au minimum jusqu'à la fin de l'année 2023, avec un niveau de production qui va être plus faible que celui qui était attendu. Qu'en est-il de la filière pintade? Parce que je crois que sur la pintade en particulier, il y a 90% de la génétique mondiale qui vient de la région Pays de la Loire. Oui, alors on est le seul sélectionneur de pintade. Donc, alors, par chance, on n'a pas été touché sur la pintade et la génétique, parce que là, on est remonté au 3e étage au-dessus des animaux. On a parlé des animaux qu'on élève pour la viande, il y a les animaux reproducteurs, ceux qui produisent ces poussins, mais vous avez au-dessus des lignées pures qui sont sélectionnées génétiquement. Quand on parle de sélection génétique, qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension, on ne manipule pas les jeunes, c'est des croisements successifs sur des animaux dont on mesure les performances, et puis on va garder les champions, les meilleurs, suivant les critères recherchés, pour créer la génération suivante. Donc, effectivement, en Pays de la Loire, nous sommes les seuls à faire de la sélection de pintade. Si on prend la partie palmipède, nous ne sommes en tout et pour tout en France que 2 opérateurs en sélection génétique palmipède. Et il y a eu au niveau des lignées pures un certain nombre de dégâts. Alors je dirais pour ce qui nous concerne, on n'en a pas eu. C'est-à-dire que les animaux ont été protégés, sanctuarisés sur des centres un peu isolés et puis excentrés de la zone principale de contamination. Donc on va pouvoir redémarrer. On n'a pas perdu le potentiel génétique. Mais nonobstant le fait qu'on n'ait pas perdu le potentiel génétique, il faut remettre en place des animaux reproducteurs. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça nous reprojette jusqu'à fin 2023. Vous travaillez étroitement avec les éleveurs. Dans quel état sont-ils aujourd'hui? Parce qu'au-delà des difficultés financières, ce n'est pas forcément évident de devoir abattre un cheptel. Bon, ça a été insupportable pour tout le monde. Alors, on va dire pour les éleveurs en premier, parce que alors il y en a qui ont subi des mortalités drastiques et rapides sur des lots qui ont été touchés par le virus. Donc ça, c'est un choc. Mais il y en a qui ont été contraints d'abattre les animaux aussi. Donc vous imaginez le choc aussi que ça génère. Et pour ce qui nous concerne, nous, sur la partie multiplication, comme je disais tout à l'heure, on a dû abattre des dizaines de milliers de reproducteurs. Et ce sont nos coéquipiers, nos collègues de travail qui avaient fait tout le boulot pour élever les animaux en bonne santé et commencer à produire des œufs à couver, puis ensuite les incuber pour faire des animaux d'un jour, auxquels on a demandé, écoutez, maintenant, votre job, c'est plus le même, là, il va falloir que vous éliminiez les animaux dans les bâtiments. Je ne vous cache pas que psychologiquement, individuellement, d'une part, et moralement, collectivement, c'est pas une partie de plaisir, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors après, il faut avoir cette faculté de se reprojeter et de dire, bon, ok, on est dans une situation exceptionnelle, on va passer à travers, et puis on va réinventer un avenir un peu différent en travaillant. Alors, est-ce qu'on va changer nos pratiques? La réponse est probablement pas vraiment, en fait, puisque les pratiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même... Il y a de très bonnes pratiques, il y a des vides sanitaires qui sont respectés, des protections sanitaires, les gens prennent des douches, etc. etc. Donc ça ne va pas vraiment changer. Ce qui va être différent, c'est qu'on va répartir plus largement sur le territoire, en France, des animaux reproducteurs pour être, en cas de contamination, pas impactés massivement. Vous parliez de la Vendée tout à l'heure. Si on avait tout en Vendée, ce serait juste impossible. Pour ce qui nous concerne, on a sur une dizaine de départements, en fait, dans le Grand Ouest, des animaux. Et donc, on essaie de s'éloigner des zones de production les plus intensives pour pouvoir protéger et sanctuariser ces animaux-là qui sont à l'origine des productions animales. Si le maillon à couvage n'existe plus, il n'y a juste plus de production animale.
Vous êtes, vous le disiez tout à l'heure, favorable à un vaccin contre la grippe aviaire. Votre groupe est aussi présent d'ailleurs sur le secteur de la biopharmacie, à la fois humaine et animale. Est-ce que quand même, le fait d'avoir un vaccin contre la grippe aviaire sur nos animaux en France risquerait pas de priver notre pays de son statut de pays indemne dans le cas où on a d'autres pays qui ferment des frontières? Ouais, bah, c'est la bonne question. Et quand je vous dis ça, il n'y a rien de personnel, c'est la tarte à la crème. Parce que, effectivement, c'est vrai. D'un point de vue réglementaire, la France, comme d'autres pays, pour garder son statut d'exportateur de volailles, que ce soit sous forme de viande d'animaux transformés ou sous forme de génétique, et on est les principaux concernés parce qu'on exporte beaucoup, devait assurer son statut indemne de grippe aviaire. Et effectivement, lorsqu'on vaccine, les animaux produisent des anticorps, et ils sont donc protégés contre les virus pathogènes, mais à ce moment-là, quand vous faites une analyse sanguine sur ces animaux, une PCR, maintenant tout le monde a compris de quoi il s'agissait, on fait une analyse sanguine et on voit qu'il y a des anticorps. Et donc, il est difficile de ségréguer les anticorps qui sont issus de la vaccination, donc qui ne sont pas des anticorps dus à une contamination par un virus sauvage, des anticorps vaccinaux. Alors, c'était vrai avant, mais maintenant, des technologies permettent de distinguer ces anticorps. Mais au-delà de ça, donc là, on pouvait régler, potentiellement, si on l'avait vraiment voulu, depuis déjà quelques années, on aurait pu anticiper. Ça n'a pas été fait pour les raisons que vous venez de rappeler, parce que un certain nombre de professionnels disaient « Ouais, mais si on vaccine, on perd le statut indemne ». Moi, je dis depuis 10 ans déjà, je dis écoutez, de toute façon, on n'y coupera pas. À un moment donné, la pression virale va être telle qu'il va falloir vacciner si on veut juste se protéger de cette maladie infectieuse, comme tant d'autres maladies infectieuses, que ce soit humaines ou animales. Donc arrêtons de nous masquer la vue, de dire qu'on va réussir à passer entre les gouttes, que c'est juste des petits moments désagréables. À un moment donné, on n'aura pas le choix. Donc, ma proposition a été de dire, mais je n'ai pas été entendu du tout, c'était de dire, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, au moment où la grippe aviaire est déclarée sur un pays comme la France, on perd le statut d'exportateur et pendant de longs mois. Donc au moment où on le perd, tant pis, changeons le paradigme, développons un programme de vaccination avec des bonnes pratiques, on va l'expliquer. Ce programme de vaccination, d'ailleurs, la vaccination n'est pas interdite par l'OIE, l'Organisme international des épizooties. Donc on n'a pas une interdiction de régulation. C'est plus les pays tiers qui disent « Ouais, mais comme vous vaccinez, on n'est pas sûr que vous soyez indemne ». Ok, on aurait été négocié pays par pays. Et comme en termes d'exportation, on n'est pas si nombreux finalement dans le monde à être exportateurs de génétique ou exportateurs de volailles, bon, si on fait le tour des pays majeurs qui sont la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Hollande pour ce qui concerne la génétique, ensuite les États-Unis et le Canada, donc on parle de 5-6 pays, je suis convaincu que le premier qui aurait engagé la manœuvre aurait été suivi par les autres. J'en suis totalement convaincu. Parce que finalement, on allait vers des meilleures pratiques avec une baisse significative du risque pour tout le monde. C'est-à-dire pas simplement pour nous, pour l'ensemble des filières dans le monde entier. Donc ça avait beaucoup de sens. Alors on va y aller maintenant, on va y aller un peu de force. Actuellement, il y a des tests qui sont faits sur des vaccins à toute petite échelle, qui fait que malheureusement, on ne sera pas prêt pour des programmes de vaccination massifs à la saison prochaine, l'hiver prochain, malheureusement. Mais on va être optimiste. On va se dire que pour 2023, ce sera le cas. Et puis on voit que maintenant, c'est promu et c'est soutenu par l'ensemble des opérateurs de la filière, alors que ce n'était pas forcément le cas précédemment, pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Et puis on voit qu'au niveau européen, ça bouge également, et que l'Amérique du Nord étant significativement impactée, également se pose la question. Il y a un exemple qui est très intéressant, qui va parler au monde agricole, qui est l'exemple de la fièvre afteuse pour les bovins dans les années 70. C'était le même paradigme, exactement le même paradigme. Il ne fallait pas vacciner les bovins parce qu'on perdait le statut indemne et qu'à ce moment-là, on n'était plus en mesure de faire du commerce international. Et puis, à un moment donné, il n'y a plus eu le choix. Et à l'époque, il a fallu à Charles Mialieu des années, c'est eux qui ont été les promoteurs de la vaccination, des années pour se faire entendre.
Et bien là, pour ce qui concerne Navola, il aura fallu aussi des années, et on va y arriver. Mais je pense que vraiment, le drame aurait pu être évité. C'est comme ça. Merci beaucoup Frédéric Grimaud, PDG du groupe Grimaud. Merci d'avoir été avec nous.